Bonjour, Didier Lepelletier, je suis médecin de santé publique et professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes. Et à travers cette 11e capsule vidéo, je vais aborder les différents modes de transmission des agents infectieux. Alors quels sont les objectifs pédagogiques de cette capsule vidéo? C'est tout d'abord d'améliorer vos connaissances sur les différents modes de transmission des agents infectieux, mais également de comprendre la propagation des agents infectieux. Alors tout d'abord, si elles ne représentent que 10% des causes de mortalité, les maladies infectieuses sont toujours d'actualité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en raison de leur nature transmissible, qui justifie une politique de prévention adaptée en permanence à l'évolution épidémiologique, notamment l'apparition au niveau national ou international de situations épidémiques. Elles sont toujours d'actualité également en fonction du risque toujours présent d'apparition de nouvelles maladies, et notamment de la nécessité de les dépister pour mettre en place des mesures de prévention adaptées. Et je prends quelques exemples des dernières années, en particulier le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en 2003 en Asie, le chikungunya, apparu en 2006 à La Réunion, la grippe pandémique H1N1 qui a touché le territoire national en 2009, la maladie Ebola, un virus Ebola en 2015, également le Middle East Respiratory Syndrome dû à un coronavirus entre 2012 et 2015 et dont on suspecte les dromadaires d'être le réservoir, et puis tout dernièrement le virus Zika en 2016. Également des bactéries responsables d'épidémies mondiales telles que le clone de Clostridium difficile O27 apparu aux États-Unis et au Canada en 2003 avant de toucher l'Europe et la France, et puis l'émergence des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques comme les entérobactéries qui produisent des carbapénémases, qui sont apparues en France en 2004 et pour lesquelles il y a eu une réglementation dans la manière de les détecter à partir de 2010. Alors, le concept d'émergence se définit par les maladies dont l'incidence chez l'homme a augmenté durant les dernières années ou qui risquent d'augmenter dans un futur proche, du fait soit d'événements sociaux comme les crises économiques, les déplacements de population, les migrations, tout simplement l'accès au voyage par la mondialisation, l'urbanisme, le vieillissement de la population. Également des modifications de l'environnement, les écosystèmes, par exemple la déforestation qui conduit les chasseurs en Afrique centrale, par exemple, à aller chasser le gibier plus profondément dans les forêts où ils peuvent rencontrer, par exemple, des réservoirs tels que les chauves-souris et être en contact avec des maladies virales pour lesquelles habituellement ils sont éloignés. Ça peut être également lié à des comportements au moment des voyages, la toxicomanie, la mobilité sexuelle, des pratiques médicales, des patients immunodéprimés, des patients qui sont greffés voyagent et sont susceptibles à l'infection. Et puis enfin, ça peut être lié à l'adaptation ou à la modification des agents pathogènes, en particulier des mutations, en tout cas l'apparition de résistance aux anti-infectieux. Alors le saviez-vous, mais la chaîne de transmission est la manière dont les maladies infectieuses se propagent. Et le but du contrôle des infections et de la prévention est de rompre un maillon de la chaîne pour empêcher la propagation des micro-organismes. Et vous voyez sur la droite de la diapositive ces 6 maillons représentés par l'agent infectieux, le réservoir, la porte de sortie du micro-organisme, le mode de transmission de ce micro-organisme, la porte d'entrée dans un autre individu, et enfin le fait de passer de la colonisation à l'infection chez un hôte qui serait susceptible à l'infection par des modifications de son immunité. Donc cette diapositive reprend les différents maillons de cette chaîne. Les agents infectieux peuvent être des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, encore des protéines infectieuses comme le prion. Le réservoir, finalement, c'est le lieu où l'agent infectieux peut vivre. Ce sont les personnes, les malades, mais ça peut être aussi les objets, les surfaces de l'environnement sont également des exemples de réservoirs. La porte de sortie, c'est le point par lequel l'agent infectieux quitte ce réservoir, donc par exemple la peau qui serait lésée, des sécrétions des voies respiratoires par effort de toux ou d'éternuement sont des exemples de portes de sortie. Le mode de transmission que je vais détailler plus tard dans les diapositives, c'est la manière dont l'agent infectieux se déplace d'un hôte à un autre, que ce soit par contact,
par gouttelette ou par voie aérienne que l'on a déjà vu dans la capsule vidéo numéro 3 sur les précautions complémentaires d'hygiène. La porte d'entrée, c'est le point par lequel l'agent infectieux va s'introduire dans l'organisme de l'hôte, en particulier les lésions cutanées, les voies respiratoires, le tractus gastro-intestinal, les muqueuses, comme la muqueuse oculaire par exemple. Et puis enfin, le 6e maillon, c'est l'hôte qui est susceptible. C'est finalement toute personne qui est à risque de subir d'abord une colonisation, c'est-à-dire de recevoir l'agent infectieux, et en fonction de son état immunitaire, de développer une infection. Donc je vous propose avec 2 liens en bas de cette diapositive. Tout d'abord, un film vidéo réalisé par l'Institut national de la recherche en santé sur une animation de ces différents maillons. Et puis un diaporama québécois qui finalement reprend l'ensemble de ces 6 maillons sur un diaporama animé et qui vous propose pour chacun de ces maillons des mesures de prévention adaptées. Alors quels sont les différents modes de transmission? Alors tout d'abord, on parle de transmission verticale, de la mère à l'enfant par voie hématogène transplacentaire ou par la filière génitale. On parle également de transmission horizontale, qui est soit indirecte par un intermédiaire inerte ou animé, donc l'eau, l'alimentation, le sol, également l'air, et puis une transmission horizontale qui est directe, soit par contact avec un animal contagieux, par voie aérienne, cutanée, ou par morsure ou piqûre, et puis une transmission horizontale directe de personne à personne, de manière aérienne, par de très fines particules, comme la rougeole ou la tuberculose, on l'a déjà évoqué dans cette capsule vidéo numéro 3, une transmission respiratoire de type gouttelette par les postillons de salive, avec des gouttelettes de fludge, avec des particules infectieuses de grande taille, comme la grippe. Ensuite, une transmission de personne à personne manuportée, notamment c'est le cas de la transmission des bactéries multirésistantes ou des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, mais également d'autres agents comme l'hépatite A, qui est une transmission orofécale, une transmission sexuelle ou encore des transmissions sanguines dans le cadre d'un accident d'exposition au sang. Alors, la propagation d'un agent infectieux va dépendre de la probabilité de contact entre cet agent pathogène et puis l'hôte sensible, ce qui va faire intervenir plusieurs critères, notamment la durée de la contagiosité, c'est-à-dire la durée de l'exposition au risque, la survie de l'agent pathogène dans le milieu extérieur et donc des conditions climatiques, les UV, la température, le froid ou la chaleur, la mobilité des individus et la fréquence des contacts interpersonnels, le mode d'entrée de l'agent pathogène, notamment la voie aérienne représente le mode de transmission capable de transmettre le plus fréquemment de cas secondaires, et puis la probabilité de transmission. Donc la probabilité de transmission représente finalement la dynamique précoce d'une maladie transmissible qui est mesurée par un paramètre qu'on appelle le ratio de reproduction, qu'on appelle le R0. En fait, ce R0 permet de classer les maladies par potentiel épidémique. Il est d'interprétation assez simple. Il correspond en fait au nombre de cas secondaires directement infectés ou colonisés par une personne contagieuse qui est placée dans une population complètement susceptible à la maladie. Par exemple, un voyageur qui présenterait une rougeole, qui prendrait l'avion sur un long courrier pour rentrer en France, et finalement par transmission respiratoire aérienne, tous les voyageurs au contact de ce patient dans l'avion sont susceptibles finalement de récupérer, si vous me permettez l'expression, l'agent de la rougeole. Donc l'intérêt du paramètre R0, il est assez immédiat, puis il est montré dans cette figure 2 ici, c'est si le R0 est supérieur à 1, c'est-à-dire que chaque individu infecté va être capable à son tour de se reproduire en infectant plus qu'un seul cas secondaire, ce qui va permettre à la maladie finalement de se répandre dans la population causant une épidémie. Et vous avez ici dans ce tableau 1 le R0 qui a été calculé pour quelques exemples de maladies infectieuses. La grippe, donc le R0 varie entre 1,5 et 2,5. Le SRAS entre 2 et 3 cas secondaires par cas index. La variole 4 à 5. Et vous voyez que finalement la maladie qui a le R0 le plus important, c'est la rougeole. Et il n'y a pas de surprise
comprise, parce que la rougeole est une maladie à transmission respiratoire de type aérien. Si le R0 est inférieur à 0, vous le voyez ici sur la figure, finalement, un individu qui va être porteur et qui va être contagieux, en moyenne, aura moins d'un cas secondaire, et donc l'épidémie va s'éteindre d'elle-même. Alors, je vous propose ici un lien qui vous permet de récupérer l'article d'Antoine Flao, qui m'a permis d'illustrer finalement cette diapositive. Alors un exemple finalement de R0, et vous comprenez que plus le R0 est élevé, plus il faut, si on dispose d'un vaccin pour maîtriser la maladie infectieuse, plus le pourcentage dans la population vaccinée doit être important. Par exemple, pour maîtriser la propagation du virus de la rougeole, il faut plus que 95% de la population soit vaccinée, alors que lorsqu'on a un R0 qui est autour de 2 ou de 3, il n'est pas nécessaire que l'ensemble de la population soit vaccinée pour interrompre la chaîne de transmission. Donc vous avez ici de manière imagée, publiée dans une revue américaine en 2003, la façon dont on peut interpréter un R0. Et vous voyez que dans le cadre du syndrome respiratoire aigu sévère, qui est apparu sous forme d'une épidémie mondiale en 2003, on a vu dans le tableau précédent que le R0 était entre 2 et 3, mais c'est que chaque cas est capable de donner entre 2 et 3 cas secondaires. Alors en fait l'histoire de ce SRAS, c'est le cas index a été identifié dans la province de Guangdong, au sud de la Chine, et que ce patient, ce voyageur a séjourné ensuite à Hong Kong dans un hôtel qui a été bien identifié, et que dans cet hôtel, ce cas index a finalement croisé d'autres voyageurs, et que par transmission gouttelette, sûrement aussi par transmission contact, des voyageurs se sont contaminés et sont allés développer finalement la maladie dans d'autres pays. Et vous avez ici, vous pourrez récupérer avec le lien ci-dessous l'article qui donne cette illustration. Vous avez entre mars 2003 et juillet 2003 l'évolution ici en rouge de la courbe d'incidence des cas de SRAS, et vous avez ici la carte mondiale avec des petits carrés rouges, et plus le carré est important, plus l'incidence de la maladie est importante, et on voit que finalement l'Asie a été excessivement touchée, mais également des villes d'Amérique du Nord, notamment Toronto, a été touchée, puisque Toronto avait été déclarée ville sur le plan touristique à éviter. Voilà, finalement, on est capable ensuite de dresser comme ça des cartes que vous pouvez récupérer sur ce lien également, où on voit que finalement, par la mondialisation et par les transports aériens, une souche virale qui a émergé en Chine et a transité à Hong Kong est capable finalement de donner une épidémie mondiale. Alors au total, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur les modes de transmission? C'est que les maladies infectieuses ne surviennent pas de manière spontanée, il faut une série de circonstances ou de conditions bien définies pour qu'elles se manifestent. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission, qui est constituée de 6 maillons sur lesquels on peut bien évidemment agir. On peut agir sur chacun de ces maillons de manière individuelle, en adaptant les mesures de prévention pour rompre la chaîne et éviter la genèse de la colonisation ou de l'infection individuelle, et finalement la survenue d'épidémies collectives.